Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de mécanique physique des matériaux. C'est un cours que je donne en deuxième année de l'École nationale des ponts et chaussées dans le département génie mécanique et matériaux. Et j'ai décidé de le filmer simplement pour avoir un support pour revoir les séances après coup ou carrément pour suivre toute la formation en distanciel. Et au passage, je vais l'ouvrir à des étudiants en master ou en début de thèse. Et les prérequis, c'est simplement d'avoir de bonnes bases en calcul différentiel et en calcul tensoriel, et d'avoir déjà suivi un cours de mécanique des milieux continus en petite transformation, parce que là, dans ce cours, je vais attaquer la mécanique en grande transformation, et donc ces acquis-là sont nécessaires. Donc je vais commencer par remercier Alain Erlacher, qui est prof au pont, et qui a construit ce cours et qui l'a fait pendant des années. Il m'a demandé l'année dernière de reprendre la suite, et je vais essentiellement garder le même contenu, hein. J'ai fait très peu d'ajustements, donc en suivant ce cours, vous suivez d'une certaine manière le cours d'Alain. J'ai aussi gardé la référence un peu geek que Alain avait introduite pour illustrer le cours. Donc c'est une référence à Donjons et Dragons. Il a mis le dieu Moradin pour illustrer le cours. Donc le dieu Moradin, c'est le dieu un peu de la manufacture, de la forge, etc. Donc de fait, c'est un peu le dieu des ingénieurs. J'ai gardé la référence geek, même si moi-même je n'ai jamais joué à Donjons et Dragons, mais je trouvais ça amusant. Donc je vais garder ça un peu sous forme d'hommage, on va dire. Alors je vais présenter rapidement le contenu de cette séance, qui est une séance d'introduction, hein, que j'ai appelée, comme vous avez vu, leçon de morale aux ingénieurs. Alors je suis bien au courant qu'il n'y a rien de plus insupportable que de se faire, faire faire la morale par quelqu'un d'autre, mais c'est important pour moi de vous introduire le métier d'ingénieur, non pas uniquement sous le thème des métiers, des objets à concevoir, etc., mais aussi sous le thème des responsabilités qu'on endosse quand on est ingénieur, surtout dans un domaine où on conçoit généralement des objets dangereux, et donc la sécurité et aussi l'implication sociale et environnementale va avoir un impact significatif dans votre conduite d'ingénieur futur. Alors je vais commencer par introduire, on va dire classiquement, les secteurs d'activité, hein, qui sont concernés par le génie mécanique et le matériau. Aussi les objets à concevoir un peu à travers un exemple, enfin des exemples, une sorte de patchwork de types d'objets qu'on peut concevoir quand on sort d'une formation en GMM. Et ensuite, je vais m'attarder assez lourdement sur justement cet aspect responsabilité du point de vue de la sécurité, du point de vue, on va dire, de la formation intellectuelle globale qu'il faut avoir, parce qu'en tant qu'ingénieur, vous vous en rendrez compte assez rapidement, vous aurez un certain crédit à parler de certaines choses, même si vous n'y connaissez rien. Et donc, il faut bien mesurer dans quel champ on est compétent et dans quel champ on est incompétent. Et je vais ensuite alourdir mon propos sur un peu une leçon de morale, hein, qui va consister à vous sensibiliser à la conduite qu'on doit tenir, les compétences qu'on doit avoir quand on veut faire les choses correctement, quand on gère des objets dangereux, que ce soit de la conception, que ce soit du management de projet, etc. Alors je vais commencer par introduire le métier d'ingénieur à travers les différents secteurs d'activité. Je vais commencer par montrer un peu les statistiques de vos prédécesseurs, notamment la répartition par secteur industriel, dans quel secteur industriel ils se sont orientés. Et ensuite, j'attaquerai la répartition par le type de métier qu'ils ont occupé, donc le type d'activité. Alors, on voit qu'il y a 22% des étudiants qui se sont orientés dans le secteur de l'énergie, donc il faut imaginer centrale nucléaire, le secteur de l'éolien également. On voit que 9% des étudiants ont un peu trahi la cause, hein, du génie mécanique en s'orientant vers du génie civil. Et on voit que 16% des étudiants s'orientent vers des carrières dans le domaine des matériaux. Donc ça, c'est important puisqu'ici, c'est un cours de mécanique physique des matériaux. Et donc, il faut un peu imaginer sidérurgie, la création des composites, du verre, des céramiques techniques par exemple. Et c'est à la fois la conception des matériaux, leur mise en forme et leur fabrication, hein. On voit qu'il y a une petite partie qui s'oriente vers des carrières dans la biomécanique, hein, et dans le médical. Quand même quelques débouchés dans ce domaine-là qui sont très intéressants. Et on voit qu'il y a aussi 11% des étudiants qui s'orientent dans des carrières dans le domaine du numérique. Donc là, il faut imaginer développement de logiciels aux éléments finis, par exemple, ou ce genre de choses. Mais ce n'est pas nécessairement corrélé avec le génie mécanique, hein. On voit qu'il y a aussi 18% des étudiants qui s'orientent vers des carrières, on va dire, plus traditionnelles pour les filières GMM, hein, typiquement l'aéronautique, le spatial et la défense. Et il y a aussi 10% des étudiants qui s'orientent vers le transport autre que l'avion, hein, c'est-à-dire automobile, ferroviaire, naval, avec des spécificités propres à chacune de ces industries, hein. Alors, on voit que 35% d'entre vous s'orientent vers des carrières dans l'ingénierie et la conception. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier de la filière, hein. C'est-à-dire apprendre à faire des calculs et des expériences pour concevoir, pour dimensionner les structures, pour aussi faire leurs preuves de sûreté, hein.
Mais on voit aussi que 34% d'entre vous s'orientent vers des carrières dans la recherche et le développement. Donc, dans la plupart des secteurs et la plupart des grandes entreprises ont des départements de R&D, hein. Et les carrières dans ce domaine-là consistent davantage à développer des connaissances en amont, soit sur les matériaux ou sur d'autres sujets, qui vont servir pour la conception, mais qui ne conduisent pas directement à un objet fini, hein. Là, l'objectif est plus de faire avancer les connaissances sur un sujet précis. Alors, on voit que 9% commencent leur vie professionnelle en tant que manager de projet. Et évidemment, cette part augmente avec l'âge en général. Alors, on voit qu'il y a une petite portion aussi, 8% qui vont directement aussi travailler dans le conseil, hein. Donc, généralement, c'est du conseil associé à des carrières en GMM, hein, mais pas nécessairement. Et on voit aussi un domaine qui est relativement récent, qui n'existait pas encore de manière stabilisée il y a quelques années, hein, qui est le domaine de la data, donc typiquement des métiers comme data analyst, et c'est vraiment un domaine qui est en plein essor, et même pour des carrières en GMM, hein. Et on voit donc, qu'il y a une toute petite partie des ingénieurs qui vont directement créer des entreprises, donc sur la base d'idées originales, et lancer du coup une petite structure, hein, qui est généralement épaulée par l'école, et qui permet de développer une idée qui va tout de suite se concrétiser en fait avec un produit, hein. Alors j'ai présenté le métier d'ingénieur à travers les différents secteurs d'activité, les différents métiers. Je vais maintenant présenter différents objets à concevoir, qui sont des objets très classiques de l'ingénierie en GMM. Alors c'est pas un exposé très cadré, on va dire que c'est un peu une succession d'exemples un petit peu randomisés, mais qui donne un peu une sensation de ce qu'on peut faire dans sa carrière et de ce qu'on peut voir à travers une carrière d'ingénieur. Alors, je vais commencer par montrer le tokamak d'ITER. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler d'ITER, hein. C'est cette centrale à fusion nucléaire qu'on essaye de faire dans le sud de la France. Et le tokamak, c'est simplement ce tore, hein, qui doit tenir ce plasma en suspension. Et il y a des problématiques d'ingénierie, évidemment, qui sont considérables, notamment dans le domaine de la mécanique et des matériaux. Et un certain nombre de vos prédécesseurs ont travaillé, hein, sur le tokamak, notamment faire des méthodes inverses pour régler l'orientation des champs magnétiques en temps réel, pour tenir le plasma. Donc il y a tout ce genre de problématiques qui peuvent être très intéressantes pour des ingénieurs, hein. C'est le genre d'objet assez mythique, hein, pour un ingénieur de travailler là-dessus. Alors je présente aussi une cuve de centrale nucléaire à fission. Donc vous voyez avec l'échelle, avec les personnages, le caractère très imposant de ce genre de pièces. Et ce sont des objets qui posent des problématiques de conception très intéressantes. D'une part pour la conception en mécanique, hein, concevoir et dimensionner ce genre d'objet pour que ça tienne à la fois à l'irradiation, les contraintes thermiques, les contraintes mécaniques, etc. Mais il y a une réelle problématique de dialogue avec les différentes disciplines, et là en l'occurrence notamment avec la métallurgie, hein, puisque vous voyez que ça fait environ 20 cm d'épaisseur, ce genre de cuve, c'est considérable. Et donc la métallurgie, la science des matériaux va jouer un rôle très important pour garantir finalement qu'on est en train d'avoir l'acier qui était prévu au départ. Parce qu'on va avoir des problématiques notamment de migration d'éléments d'alliage, etc. Et aussi de capacité de mise en forme tout en garantissant la métallurgie du métal, notamment, alors on le verra à la suite du cours, mais garantir la taille des grains, leur orientation, etc. Un métal, c'est quelque chose qui peut être très difficile à fabriquer dans le sens où on obtient une microstructure à travers le procédé de fabrication, et quand on manipule des objets aussi grands, ça pose des problématiques assez importantes. Alors je mets aussi quelques exemples dans le domaine du transport. Alors oui, j'ai mis la photo d'un A380 parce qu'un certain nombre d'ingénieurs du département GMM ont contribué à sa conception, et les avions fascinent en règle générale les ingénieurs, sont des objets techniques absolument remarquables. Mais je mets aussi un train parce qu'on oublie que c'est aussi un objet technique absolument remarquable qui nécessite de la conception et du cerveau actif. Et je préfère le mettre en lumière parce que évidemment, l'avion a un bilan carbone désastreux par rapport au train, et donc je préfère donner envie aux ingénieurs de travailler dans le domaine du ferroviaire à grande vitesse par exemple, plutôt que finalement de travailler sur un objet plus consensuel pour les ingénieurs qu'est l'avion. Alors je présente aussi une photo d'un laminoir. Alors qu'est-ce que c'est un laminoir? C'est un procédé de mise en forme des métaux en règle générale, mais on peut aussi faire du papier, etc. Et ça consiste à écraser de la tôle entre des rouleaux pour affiner l'épaisseur. Il y a des laminoirs à chaud, là comme vous voyez c'est une tôle qui est environ à 1000 degrés qui est en train d'être laminée, mais il y a aussi des laminaires à froid. Je présente ce procédé-là de fabrication parce qu'il y a des vraies problématiques de recherche en GMM, hein.
Et ces problématiques, on a tendance à pas forcément les voir quand on est jeune, parce qu'un matériau, c'est un matériau pour la plupart, des jeunes ingénieurs et le cours va, essayer de vous montrer que, un matériau, ça se conçoit et ça se fabrique avec tout un tas de procédés et d'ingénierie associés à ces procédés qu'il faut avoir en tête pour concevoir correctement. Alors, il y a tout un tas de GMM, qui travaillent dans le domaine de la sidérurgie et qui ont notamment contribué à améliorer les procédés de laminage. Et même si c'est un procédé qui est très vieux, comme il y a des nouvelles nuances qui apparaissent très régulièrement, tous les 5 ans, il y a des nuances qui arrivent sur le marché. Et certaines nuances, notamment les nuances à très haute résistance, ont du mal à être laminées, on a du mal à les mettre en forme, et du coup le procédé devient assez coûteux, et on peut perdre, on peut perdre certaines nuances qui ne sont pas commercialisées autant que ce qu'elles pourraient, alors qu'elles présentent réellement un intérêt à la fois pour l'ingénierie, pour la baisse par exemple de la masse des véhicules, etc. Parce que on a du mal à les fabriquer, tout simplement. Alors je présente maintenant un procédé qui est, on va dire, un petit peu plus attrayant pour des jeunes ingénieurs parce que c'est un procédé récent, donc c'est la fabrication additive. Donc là, je présente le côté métallique, mais on peut imprimer pas mal de matériaux. On peut imprimer du polymère, on peut imprimer de la céramique ou du béton. Et ce sont des procédés assez nouveaux, donc qui vont pénétrer l'ingénierie de plus en plus, très probablement. Donc c'est important que vous les ayez en tête. Et il présente des problématiques vraiment intéressantes, même si on ne maîtrise pas encore complètement ce genre de procédé. Il y a beaucoup de recherches là-dessus, pour améliorer les alliages qu'on arrive à fabriquer, pour contrôler un peu mieux les microstructures qu'on obtient, et donc les caractéristiques matériaux qu'on va avoir à la fin. C'est des procédés qui présentent un intérêt considérable pour la complexité géométrique qu'ils permettent d'atteindre, donc par rapport à d'autres procédés de fabrication comme l'usinage, etc. Et donc certains types d'industries sont très demandeurs de ce genre de procédés. Et on peut aussi imaginer un aspect réparation, notamment si vous avez par exemple une pièce en titane très chère que vous n'avez pas envie de jeter à la poubelle pour la simple et bonne raison qu'elle est usée, vous pouvez tenter de la réparer par impression 3D en venant simplement remettre du titane là où il a été arraché ou sur les endroits les plus usés. Alors un autre exemple, c'est les soudures dissimilaires, notamment dans le domaine du nucléaire. On peut avoir envie de souder des aciers qui sont très différents chimiquement, et donc ça pose tout un tas de problèmes au niveau de la soudure. Et donc on pourrait utiliser le procédé de fabrication additive pour changer la nuance continuellement, c'est-à-dire imprimer une pièce de transition, finalement, qui passe d'une nuance d'un acier vers une autre nuance d'acier continuellement, en changeant petit à petit la teneur de la poudre qu'on injecte pour fondre avec le laser et faire la pièce. Et donc, à la place d'avoir une soudure très dissimilaire, on aurait deux soudures similaires grâce à une pièce de transition fabriquée par impression 3D. Donc ça, c'est le genre d'exemple qu'on peut imaginer. Alors un autre exemple, c'est la fabrication additive par lit de poudre. Donc là, l'idée, c'est de mettre de la poudre dans un bac et simplement de venir fondre avec un laser de manière sélective, et on monte la pièce comme ça, couche par couche. Et l'avantage de ce procédé, c'est vraiment on peut atteindre des complexités géométriques vraiment très importantes avec une résolution très très fine. Donc là, l'image que je vous montre, elle est encore une fois assez commerciale, mais on peut voir, par exemple dans ce triangle de Sierpinski qu'on a fabriqué au labo, que la résolution géométrique de ce genre de pièce est vraiment, vraiment intéressante. On peut imaginer faire des pièces très compliquées avec ça, et avec vraiment un bon niveau de détail. Alors après, ces quelques exemples que je viens de présenter, simplement pour vous faire un petit tour d'horizon des objets, classiques que j'avais en tête, mais évidemment il y en a des tonnes d'autres. Je vais essayer de présenter, le métier d'ingénieur à travers la diversité des matériaux que vous allez utiliser. Un ingénieur aujourd'hui a à sa disposition entre 40 000 et 80 000 matériaux, donc c'est vraiment considérable et c'était pas le cas autrefois, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation du nombre de matériaux dans l'ingénierie impliquée et donc il faut que vous soyez sensibilisé à ces problématiques matériaux et donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais simplement vous donner, la mesure de à quel point, la diversité des matériaux est grande dans les objets techniques qui nous entourent et dans les objets techniques que vous aurez à concevoir. Alors je commence par présenter une centrale nucléaire, simplement pour que vous preniez la mesure de la diversité des alliages métalliques qui composent ce genre d'objet. Et alors je commence par les aciers, et les alliages métalliques en général, parce que c'est vraiment une classe de matériaux qui est, emblématique de l'ingénierie qu'il faut absolument connaître. Ça va être d'ailleurs, un des grands passages du cours, c'est d'apprendre les mécanismes de plasticité, donc c'est plutôt, des mécanismes, orientés métaux. Mais évidemment, il y a plein d'autres classes de matériaux qu'on va voir par la suite, mais je commence par les aciers parce que c'est emblématique et il y a vraiment des tonnes d'alliages différents et de ce qu'on appelle de nuances différentes d'acier, mais aussi d'aluminium, etc. Et en fonction de ce qu'on cherche à obtenir comme caractéristiques mécaniques, ces alliages ne sont pas du tout équivalents. Donc en fonction de ce qu'on cherche à obtenir comme caractéristiques mécaniques, on va sélectionner certains alliages plutôt que d'autres.
Alors je représente un A380 simplement parce qu'il y a une très belle diversité de matériaux. Donc on a des aluminiums, des titanes, des matériaux composites. Et en fonction de ce qu'on cherche à obtenir avec les différentes pièces mécaniques, on va sélectionner un composite plutôt qu'un autre, la concevoir en titane ou en aluminium, etc. Donc là, on voit qu'on a des polymères renforcés en fibre de carbone ou en fibre de verre ou de quartz. On a des matériaux composites de fibre de verre et d'aluminium. Il y a aussi donc ces titanes qui en fait sont majeurs dans l'industrie aéronautique simplement parce que avec un poids très faible, on a de très bonnes caractéristiques mécaniques. On a des aluminiums aussi pour des raisons de poids évidemment, hein. L'aluminium est un matériau assez léger, hein, et donc les alliages d'aluminium permettent d'obtenir des caractéristiques matériaux intéressantes avec un poids très réduit. Donc c'est pour ça qu'on les trouve aussi notamment dans les fuselages, hein. Et donc on voit que ce genre d'appareil rassemble en fait plusieurs compétences matériaux différentes. On peut même trouver des céramiques dans les freins, hein. Et donc on voit bien, on prend la mesure de la diversité des matériaux que un seul objet peut nécessiter pour être construit. Alors pour un peu enfoncer le clou, je présente ce petit diagramme où on voit simplement l'évolution de certaines grandes classes de matériaux impliqués dans les moteurs de la SNECMA au cours du temps. Et donc on voit apparaître autour des années 80 un tas de classes de matériaux différents qui vont prendre de plus en plus d'importance. Et à la fin, on voit que dans les années 2010, on a une très bonne dispersion des matériaux impliqués dans les pièces de moteur qui vont remplir chacun un rôle très spécifique, hein. Cette diversification des matériaux, c'est pas simplement pour faire joli, c'est on va utiliser la spécificité de chaque matériau, de chaque classe de matériaux avec les caractéristiques mécaniques et de mise en forme qui sont associées, et on va l'exploiter pour pouvoir avoir des conceptions un peu plus complexes et plus efficaces qu'en utilisant une seule classe de matériaux. Après ce petit tour d'horizon sur les différents objets à concevoir ou sur la diversification des classes de matériaux que vous rencontrerez en tant qu'ingénieur, je vais insister sur le caractère grande transformation. C'est un des objectifs de ce cours, hein, c'est de vous apprendre la mécanique en grande transformation. Et c'est très important dans les métiers d'ingénieur en GMM, contrairement au génie civil par exemple, hein. Dans le génie civil, on conçoit des objets pour qu'ils se déforment presque pas, hein. Donc on reste dans un domaine très élastique et les structures se déforment très peu, ce qui est la moindre des choses pour un bâtiment par exemple. Mais dans le domaine du génie mécanique et matériaux, bah, c'est plus du tout vrai. C'est-à-dire que déjà, on va travailler avec des procédés de fabrication qui déforment énormément les objets et qui sont à part entière un sujet d'étude des ingénieurs de GMM. Mais même au-delà de ça, les objets qu'on conçoit quand on est un ingénieur en GMM, eh bien, peuvent se déformer énormément, notamment dans des situations accidentelles qu'il va bien falloir simuler, qu'il va falloir étudier. Et si vous imaginez un crash de voiture ou un crash aérien, etc. Et cette mécanique en grande transformation pose des difficultés théoriques différentes de la mécanique en petite transformation. Les concepts ne sont pas tout à fait les mêmes, et il va falloir bien comprendre ces concepts-là pour être un ingénieur efficace dans ce genre de domaine. Alors là, je présente une simulation de laminage avec une forte réduction d'épaisseur. Donc là, je pense que vous arrivez à vous convaincre du caractère grande transformation dans ce genre de simulation. Donc pour les cas un peu extrêmes où on fait des fortes réductions d'épaisseur, le laminage fait intervenir de la mécanique en grande transformation avec des déformations plastiques, hein, évidemment, assez importantes. Donc là, ce sont des déformations plastiques, hein, il y a un écoulement plastique qui permet d'affiner la tôle de manière irréversible après le passage des rouleaux, hein. Alors on peut penser à l'emboutissage ou à des procédés similaires où on vient forcer une pièce mécanique dans une certaine forme. Donc là, vous voyez une simulation où on a des déformations qui sont relativement importantes aussi. Ce sont aussi des déformations plastiques, hein, évidemment, pour que la forme reste imprimée sur votre objet, hein. Donc il y a un léger retour élastique qu'il faut évidemment considéré au moment de la conception de l'outil, mais l'essentiel des déformations sont plastiques, donc irréversibles, et sont relativement importantes. Donc ça fait intervenir des concepts en mécanique en grande transformation avec des déformations plastiques. Alors un autre exemple classique, c'est l'usinage. L'usinage, hein, on vient retirer de la matière avec un outil. Évidemment, si on veut optimiser ce genre de procédé, notamment l'interaction entre l'alliage que vous êtes en train d'usiner ou le matériau de bois ou du polymère que vous êtes en train d'usiner et vos outils, soit pour des questions de durabilité, soit pour des questions de productivité, eh bien vous êtes à un moment ou à un autre, vous allez devoir simuler votre procédé pour mieux comprendre ce qui se passe. Et ces simulations-là, elles vont faire intervenir la création d'un copeau d'usinage qui, lui, est en très grande déformation, alors que l'outil, lui, est quasiment rigide et ne se déforme que très peu.
Alors je présente aussi un procédé qui est assez peu connu du grand public, qui est un procédé de soudure par friction-malaxage. Donc là, l'idée, c'est de descendre un outil tournant très dur, très rigide, dans deux métaux beaucoup plus ductiles, et de malaxer les deux métaux ensemble, sur toute leur épaisseur, et de faire avancer l'outil tournant le long des deux métaux à souder. Donc là, évidemment, on se rend bien compte que localement, les deux métaux subissent des déformations absolument énormes, hein. Il n'y a même plus de réseau cristallin, hein, à l'endroit de la soudure. Ça recristallise après, mais au moment où vous malaxez vos deux métaux, les déformations sont vraiment considérables. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte si vous voulez simuler le procédé, évidemment. Et il y a de grandes problématiques associées non seulement à la métallurgie, mais aussi aux propriétés mécaniques de votre soudure quand vous faites ce genre de procédé, qui sont notamment associées au malaxage et aux grandes déformations qui sont présentes dans la zone de soudure. Alors évidemment, les aspects grande transformation ne se manifestent pas uniquement au travers des procédés de fabrication et de mise en forme, mais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, au travers des situations accidentelles. Donc là, par exemple, je vous présente un crash test. Pour simuler ce genre de situation, il va bien falloir utiliser un code en grande transformation. Et ça veut dire bien comprendre les concepts qui sont calculés par l'ordinateur pour leur faire dire quelque chose de pertinent. C'est-à-dire bien simuler ce genre de situation, ça veut dire bien comprendre le comportement de votre structure dans cette situation accidentelle et vérifier qu'il est satisfaisant. Alors pour finir de vous convaincre de l'importance du caractère grande transformation dans la formation d'un ingénieur en GMM, je vous présente la simulation d'un cœur. Donc ça, c'est une image que j'ai extraite d'un article d'un de mes collègues au laboratoire de mécanique des solides. Quand on fait de la mécanique du vivant, la plupart des tissus sont mous et en grande déformation. Et les simulations numériques de ce genre d'objets, qui peuvent servir soit à l'imagerie médicale, soit à la compréhension de certains mécanismes physiques et pour prévenir certaines maladies, par exemple, eh bien, on utilise des simulations en grande transformation qui permettent d'avoir une prédiction assez fiable du comportement de ces tissus ou de ces organes. Alors un autre aspect essentiel de la conception en génie mécanique, ça va être la prise en compte de chargements extrêmes et de cahiers des charges très complexes. Donc je vais donner quelques exemples pour vous convaincre de ça, hein, que c'est très important de bien connaître les différents types de chargements, leurs interactions les uns avec les autres et les phénomènes physiques qui y sont associés. Le premier exemple que je donne, c'est ce petit sous-marin, avec évidemment des charges hydrostatiques qui vont s'appliquer assez considérables. Ce niveau de charge est finalement assez peu commun dans le reste de l'ingénierie, et donc ça conduit à des études et à des conceptions assez particulières. Le deuxième exemple que je donne, c'est le télescope Hubble. Alors je pense que vous avez tous déjà entendu parler au moins une fois de ce télescope. Le caractère exceptionnel du chargement, là tient simplement à la différence de température entre les moments où le télescope est éclairé et les moments où le télescope est à l'ombre. Donc par radiation, hein, par perte radiative dans les infrarouges, le télescope perd de la chaleur entre le moment où il est éclairé et le moment où il est à l'ombre. Et du coup, on peut avoir des différences de température de plusieurs centaines de degrés. Alors ça, évidemment, ça va impliquer des déformations thermiques, hein. Les matériaux se déforment sous l'effet des changements de température. Et ces déformations thermiques vont se traduire par une mise en contrainte du télescope qui peut potentiellement poser des problèmes de conception. Notamment par exemple si on pense à l'interaction entre la structure du télescope et l'appareil de mesure. Donc évidemment la mise en contrainte du télescope, c'est pas du tout anodin et il faut en tenir compte pour que les mesures soient précises, qu'il n'y ait pas de distorsion, etc. Alors le troisième exemple que je donne, c'est une cuve de centrale nucléaire. Ici c'est l'EPR de Flamanville. Pourquoi je mets ce genre de photos? Simplement parce que c'est très facile de comprendre le caractère extrêmement complexe du cahier des charges. C'est des objets qui vont travailler à chaud, sous irradiation. Évidemment, les problématiques de rupture et de vieillissement sont essentielles. Donc on comprend bien que c'est un vrai défi technique et d'ingénierie de concevoir et de fabriquer ce genre de cuve. Alors je donne un dernier exemple un peu plus exotique. Ici c'est une prothèse de hanche, simplement pour montrer qu'un cahier des charges peut être assez complexe sans pour autant que les chargements soient très importants. Hein, ici les charges encaissées par genre de pièce sont relativement faibles par rapport au métal qui est utilisé, hein, c'est du titane. Et pourtant, c'est relativement complexe de concevoir ce genre d'objet parce qu'il y a des problématiques de biocompatibilité. Donc là, le choix de l'alliage est très important. Il y a une problématique de forme à trouver pour que ce soit acceptable du point de vue de la gêne qu'on va occasionner en réparant un os de hanche. Et donc, il y a un certain nombre d'ingénieurs de GMM qui s'orientent vers des carrières en bio-ingénierie, hein, qui peuvent être des carrières très intéressantes. Évidemment, ce n'est pas le gros des troupes, hein, mais il y a quelques débouchés dans ce domaine.
Alors maintenant que j'ai passé un peu de temps à vous faire ce premier tour de piste de ce que c'est que le métier d'ingénieur, je vais passer au gros du cours, c'est-à-dire un des aspects les plus importants de ce métier, qui est la responsabilité. Hein, vous allez concevoir des objets qui vont être dangereux, et donc vous avez une responsabilité vis-à-vis des populations, vous avez aussi un devoir envers la société, et donc je vais passer du temps à détailler ces aspects-là pour que ce soit bien clair dans votre tête comment se comporter et les points importants à vraiment pas manquer. Alors je vais commencer cette leçon de morale par les aspects sécurité évidemment, et je vais essayer de vous convaincre que vous allez concevoir des objets nécessairement dangereux. Il n'y a pas d'ingénierie sans risque. C'est important de bien saisir ça parce qu'évidemment quand on pense à des objets type avion ou centrale nucléaire, on perçoit tout de suite le caractère dangereux de l'objet, mais même sur des objets dont on n'a pas l'impression qu'ils sont dangereux et qui sont bien perçus par le grand public, hein, si vous pensez à des éoliennes ou à des types de structures dans ce genre-là, en fait c'est une erreur de ne penser qu'elles ne représentent aucun risque. Évidemment, il y a toute une analyse à faire, et qui est évidemment faite, hein, d'analyse en rupture et en accident potentiel sur ces objets-là également. C'est vraiment une bonne habitude à prendre de considérer que le risque est simplement maîtrisable, mais il ne peut pas être réduit à zéro. Aucun objet ne présente aucun risque, surtout s'il n'est pas utilisé dans des conditions particulières qui ont été prévues au moment de sa conception. Alors un autre aspect essentiel dans la gestion des risques, c'est l'attente croissante des sociétés en matière de sécurité. Notamment depuis un certain nombre d'incidents, soit nucléaires, soit industriels, on voit apparaître de plus en plus une exigence de sécurité et une attente auprès des ingénieurs de ce point de vue-là. Et ce n'est pas à l'ingénieur de remettre en question ou de trouver plus ou moins pertinent ce genre d'attente. Il doit s'y conformer. En revanche, il doit faire la part des choses entre un danger ou un risque perçu par la société et les médias et la gestion quantitative des risques qu'il prend lorsqu'il conçoit une structure. Il va falloir maîtriser le risque du point de vue probabiliste et faire la preuve de sécurité d'une structure. Évidemment, la preuve de sécurité ne veut pas dire qu'il y a une probabilité de zéro qu'il y ait un incident. C'est simplement trouver un seuil acceptable de risque qui va être utilisé comme un critère de conception pour la structure. Alors en matière de sécurité, c'est très important, surtout pour un jeune ingénieur, d'étudier et de se plonger dans un certain nombre d'accidents qui ont pu avoir lieu dans le passé, hein, que ce soit des accidents industriels, des accidents de pont, etc., pour ne pas commettre les mêmes erreurs de conception, hein, et se former à tout ce qui peut se passer mal quand on conçoit une structure et quand elle vieillit à travers le temps, que ce soit des conditions d'utilisation qui ont changé, de bien prendre en compte les chargements, de concevoir correctement avec les caractéristiques matériaux bien mesurés et non pas simplement estimés vaguement, etc. Donc ces aspects-là d'étude des accidents du passé, c'est un effort qu'il faut faire. Alors évidemment, il ne faut pas apprendre tous les accidents, mais seulement ceux de l'industrie qui est concernée par vos travaux. Mais c'est vraiment important d'avoir de la culture sur les désastres d'ingénierie qui ont pu avoir lieu pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pour s'inspirer de conceptions plus saines. Alors une conception saine, ça passe évidemment par le choix des matériaux, hein. Il faut utiliser des matériaux qu'on connaît et dont on peut prédire suffisamment bien le comportement dans le temps. Évidemment, il y a un certain nombre d'accidents qui ont lieu parce que les matériaux étaient suffisamment mal connus pour que, à partir d'un certain temps, leur comportement dérive par rapport à ce qui avait été initialement pris en compte dans la conception. Un deuxième aspect, c'est évidemment le choix des procédés de fabrication et de mise en forme. Donc ces choix de procédés est essentiel parce qu'ils vont conditionner la microstructure des matériaux, ils vont conditionner le comportement des matériaux. Hein, quand on met en forme un matériau, on le modifie et ça a une importance considérable sur ses capacités mécaniques futures. Évidemment, ces notions de risque et d'incertitude doivent être prises en compte dès la conception. Si vous prenez ça en compte à la fin, c'est-à-dire que votre objet est déjà conçu et ensuite vous commencez à vous poser la question de la sécurité et de la tenue dans le temps, évidemment, on sent qu'on a un problème. Il faut prendre en compte toutes les incertitudes et les variabilités dans un calcul de risque dès la conception pour voir si vous partez sur une conception qui est plutôt raisonnable ou si vous êtes en train de partir sur un système trop complexe qui va avoir nécessairement des défaillances et potentiellement catastrophiques. Alors au-delà de ce que je viens de dire, on pourrait citer d'autres exemples qui conduisent à une conception saine, par exemple la robustesse, de multiplier des sous-systèmes pour prendre le relais de sous-systèmes qui seraient défaillants.
On peut aussi citer un point qui est intéressant et qui est en plein essor, c'est le fait d'instrumenter les structures pour les surveiller. Hein, par exemple, on peut mettre des fibres optiques dans un vieux bâtiment pour surveiller les déplacements au cours du temps. On peut mettre tout un tas de capteurs dans les structures pour surveiller, par exemple, des dilatations thermiques, des zones d'endommagement, etc., qui permettent d'inactiver la structure ou de la rendre non accessible au public si jamais on s'aperçoit qu'il y a une dérive des signaux ou qu'il y a un signal qui présente un danger dans la mesure en temps réel. Donc voilà, je pense que c'est assez clair que tout objet conçu par un ingénieur présente nécessairement une part de risque, hein, qu'évidemment qu'il faut réduire au maximum, mais cette part de risque vous impose un devoir. Évidemment, concevoir une structure risquée qui ne sert strictement à rien, c'est une faute morale. Et donc, concevoir des objets, c'est un calcul entre la part de risque que vous faites courir à une certaine population et l'utilité que ça aura pour la société. Hein. Concevoir un objet dangereux, c'est possible, mais il faut que ce soit utile. Dans ce sens-là, on peut vraiment dire qu'aucun risque n'est permis si la structure ne rend aucun service. C'est exactement la même chose que pour la balance bénéfice-risque en médecine. Si un médicament ne rend absolument aucun service médical, il est absolument impossible de prendre un risque pour ça. En revanche, si un médicament rend un énorme service médical, on peut s'autoriser beaucoup plus de risques dans la mesure où on va sauver beaucoup plus de vies qu'on va en perdre. Il faut vraiment avoir ça en tête, même pour l'ingénierie, hein, dans le domaine du génie mécanique, dans le sens où une structure très utile peut être davantage risquée qu'une structure qui ne sert strictement à rien, qui ne rend aucun service. Évidemment, ce risque, il doit absolument être maîtrisé pour être acceptable socialement, hein, pour que la perception sociale en soit acceptable. Alors pour un peu enfoncer le clou sur cette notion de risque, je vais faire une distinction entre le danger et le risque. Cette distinction, elle n'est pas forcément connue de tout le monde, donc c'est pour ça que je me permets de l'introduire en cours, et elle est vraiment essentielle pour bien comprendre ce que c'est que la gestion des risques par rapport à ce qu'on perçoit socialement de ce risque. Alors le danger, c'est le fait qu'il existe une circonstance ou une dose, par exemple si on pense à un médicament ou à une substance chimique, ou n'importe quelle condition en fait, pour laquelle votre objet va créer un dommage, soit pour la santé humaine, soit un dommage environnemental ou pour des biens matériels. Mais on voit bien que dans la notion de danger, la circonstance dans laquelle la situation devient dangereuse n'est pas nécessairement probable, voire même elle peut être totalement irréaliste. Et votre situation sera quand même dangereuse. Le risque, c'est le fait de pondérer le danger, c'est-à-dire à quel point la situation est dangereuse, par le risque d'apparition des circonstances qui font dégénérer la situation vers une situation dangereuse. Donc c'est cette pondération par la probabilité d'exposition au danger, hein, qu'il faut absolument considérer dans la gestion des risques. Évidemment, il faut considérer les risques dans des conditions normales d'utilisation, hein, ça c'est la moindre des choses, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut évidemment considérer la gestion des risques quand on a une exposition accidentelle, c'est-à-dire quelque chose s'est mal passé et vous devez absolument garantir la sécurité à partir de là. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de sur quelle durée la situation peut dégénérer avant qu'elle devienne dangereuse et gérer les risques en fonction de ça, générer des scénarios de risque en fonction de ça. Alors on voit bien que le danger ne suffit absolument pas à disqualifier une technologie. En revanche, l'évaluation des risques, oui. C'est-à-dire que si votre technologie présente un risque réel, vous devez la bannir. En revanche, si votre technologie ne présente qu'un danger, mais vous avez démontré que les risques étaient extrêmement faibles, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles votre situation deviendrait dangereuse sont extrêmement improbables, eh bien, votre technologie peut être tout à fait valable. Alors qu'est-ce que c'est que le principe de précaution? Ça consiste à dire qu'une technologie suffisamment dangereuse devrait ne pas être développée, dans le doute. Et ce principe-là, on sent bien qu'il est difficile à justifier et à utiliser pour un ingénieur. Le principe de précaution s'appuie sur le fait qu'il y a danger et danger, c'est-à-dire qu'il y a des technologies qui sont plus dangereuses intrinsèquement que d'autres. Et ça c'est vrai, sauf que ce ne sont pas nécessairement celles qui présentent le plus de risques. Alors ce qui doit vraiment motiver l'apparition d'une technologie ou non, c'est le risque de développer cette technologie en comparaison avec le risque de ne rien faire. Donc en fait, on sent tout de suite que la notion d'utilité de la technologie entre fortement en ligne de compte, hein, parce que s'il y a un risque de ne rien faire, c'est que la technologie est fortement utile. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein, le risque n'est pas permis si votre technologie n'est pas utile. Alors évidemment, en tant qu'élève, vous allez participer à des projets de conception. Donc traditionnellement, vous allez faire une raquette de tennis dans le département. C'est un projet qui, même s'il y a des aspects intéressants de conception, ne présente pas énormément de risques, hein, même s'il y a quelques sujets et vous serez évidemment évalué sur ces aspects-là également.
Mais évidemment, l'ambition de la formation, hein, c'est de vous conduire vers des projets de beaucoup plus grande ampleur que vous trouverez dans l'industrie notamment. Donc là, je vais par exemple montrer encore une fois l'A380, simplement parce que il y a 3 GMM qui ont travaillé dessus et c'était l'occasion de montrer leur nom. Et évidemment, ce genre de projets ont des aspects de sécurité bien plus grands. Mais évidemment, quand on parle de sécurité et de projets de grande ampleur, eh bien, il va falloir un peu regarder les échecs des ingénieurs du passé, hein. Comme je disais tout à l'heure, ces échecs, il faut vraiment s'en inspirer pour comprendre comment ne pas reproduire de telles erreurs et voir qu'est-ce qui a pu se passer mal dans la conception ou dans l'utilisation. Alors du coup, je vais présenter quelques accidents graves. Je vais commencer par cet accident du 28 avril 88 qui est arrivé sur un Boeing. Il faut bien comprendre que pour un avion, ce qui est dimensionnant pour le fuselage, c'est pas du tout le nombre d'heures de vol, hein, comme beaucoup d'ingénieurs ont pu le croire, mais le nombre d'atterrissage et de décollage. Hein, ces cycles décollage-atterrissage sont importants parce que la cabine est sous pression et en haute altitude, la pression atmosphérique est beaucoup plus faible et donc ça fait gonfler l'intérieur de la cabine et c'est dimensionnant pour le fuselage. Le mécanisme le plus grave, c'est ce qu'on appelle la rupture en fatigue. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans un autre cours qui est le cours de rupture. Mais j'introduis rapidement simplement ce que c'est pour que vous compreniez la nature de l'accident. Ce sont des toutes petites fissures qui sont en fait inhérentes à n'importe quel alliage métallique. Les grains ne sont pas forcément collés, il y a des petites imperfections. Et au fur et à mesure des cycles, c'est-à-dire quand on gonfle et qu'on dégonfle la cabine, ces toutes petites fissures vont augmenter en taille par plastification, hein, ça va caviter plastiquement très légèrement et faire augmenter la taille de la fissure à chaque cycle, de manière très très légère, jusqu'à ce que la fissure atteigne une taille, on va dire, critique, et à partir de cette certaine taille, le fuselage se déchire d'un coup. Donc c'est typiquement ce que vous obtenez intuitivement quand vous pliez un trombone suffisamment. Hein. Quand vous pliez un trombone, vous allez le plastifier légèrement et vous allez le faire dans l'autre sens jusqu'à ce que vous répétiez suffisamment cette action pour casser le trombone d'un coup. Donc cet aspect plastification et rupture en fatigue a évidemment été pris en compte au moment de la conception, hein, sauf que l'avion a été conçu pour 75 000 cycles, donc 75 000 décollages-atterrissages, et il a été utilisé en fait beaucoup plus, hein, 89 000 cycles au moment de l'accident. Alors c'est relativement rare, évidemment, de voir une structure après un tel accident, hein, puisque généralement il s'écrase. Et là, en l'occurrence, simplement le fuselage s'est déchiré sur une partie et les pilotes ont réussi à poser l'appareil. Il y a eu un seul décès qui était une hôtesse de l'air qui n'était pas attachée. Et on voit bien que l'aspect maintenance et l'aspect suivi de l'avion, c'est-à-dire suivre le nombre de cycles qui est capable d'endurer la structure telle qu'elle a été conçue par les ingénieurs, est en fait un aspect essentiel du maintien et du suivi de la structure. C'est vraiment, dans la vie d'une structure, un point crucial qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, c'est-à-dire savoir comment il a été conçu et pour combien de temps il a été conçu. Alors évidemment, ensuite, il y a eu des réglementations de plus en plus strictes sur ce genre d'aspect pour éviter à l'avenir ce genre de drame. Alors je continue avec un autre accident. Là, c'est un bateau qu'on a appelé le Liberty Ship, qui était un tanker pétrolier militaire dans les années 40. Et vous voyez donc sur la photo de gauche le bateau intact et sur la photo de droite le bateau, donc la coque s'est complètement fendue dans l'épaisseur. C'était une coque en acier avec probablement un acier fortement allié en carbone et ce genre d'acier deviennent relativement fragiles à partir d'une certaine température, hein. Donc ce qui caractérise mécaniquement le caractère fragile d'une structure, on appelle ça la ténacité, hein. Plus la ténacité est élevée et plus la structure va être difficile à rompre de manière fragile. Et en fait, la ténacité chute drastiquement avec la température. Et donc, ce bateau s'est fendu absolument tout seul, hein, sous son propre poids, au cours d'une nuit particulièrement froide, où la ténacité est descendue en dessous d'une certaine valeur et a permis l'initiation et la propagation de fissures dans la coque. Alors, je continue avec un accident extrêmement célèbre qui est la navette Challenger. Donc, je pense que vous avez tous déjà entendu parler de cet accident au moins une fois. Donc à gauche, vous voyez la navette au décollage, et quelques secondes plus tard, c'est la fameuse image de l'explosion de la navette. C'était un drame extrêmement médiatisé en plus, avec des civils qui étaient à bord. Et ce drame est dû en fait au comportement d'un joint torique dans les boosters qui, à basse température, avait perdu de son élasticité, était devenu beaucoup plus rigide et s'était tassé, c'est-à-dire n'était plus revenu épouser la surface sur laquelle il était censé assurer l'étanchéité. Et donc une fuite s'est propagée et a permis l'explosion de la navette. Alors ici, évidemment, il y a une enquête assez approfondie
qui a fini par conclure que les prises de décision auprès de la NASA à cette époque étaient des prises de décision plutôt managériales et avaient ignoré tout un tas de mises en garde de la part des ingénieurs. Et donc ça dénote aussi d'un caractère gestion de projet, hein, et pas uniquement des ingénieurs qui font chacun leur travail indépendamment, mais la gestion de projet ou de programme dans ce genre d'objets extrêmement techniques et extrêmement complexes ben, peut conduire à des drames si l'aspect ingénierie et l'aspect scientifique n'est pas mis en priorité par rapport à des aspects plutôt économiques ou managériaux du style assurer tant de décollages par an, etc. Alors, je vais continuer cette série d'accidents en vous montrant un complexe gazier, hein. Ici, vous voyez que à gauche, on a des containers qui contiennent du gaz, hein, et à droite, une rupture s'est produite dans le container en haut à gauche, qui en fait, en explosant, a soufflé tous les autres. Et ici, donc là, ça a fait quelques dommages, même si j'ai assez peu d'informations sur cet accident en particulier. On sait qu'il est dû à l'alternance de température entre le jour et la nuit, hein. C'est vraiment des cycles thermiques qui ont créé le chargement et très probablement initié aussi une rupture en fatigue, mais cette fois-ci uniquement par des dilatations thermiques entre le jour et la nuit. Alors je ne pouvais pas faire une série d'accidents d'ingénierie et industriels sans parler d'un des accidents les plus célèbres de l'histoire de l'ingénierie, hein, qui est l'accident nucléaire de Tchernobyl en 86. Donc un des réacteurs de cette centrale nucléaire a explosé. Et alors je ne vais pas détailler les raisons, hein, parce que pour le coup c'est assez complexe et ça prendrait vraiment un cours très long d'expliquer toutes les raisons qui ont conduit à cette explosion. Quelque chose de très important, vu qu'on entend absolument tout et n'importe quoi à propos de cet accident nucléaire, il faut savoir que c'est un des événements d'ingénierie les plus étudiés scientifiquement au monde, hein. Il y a tout un jeu de publications extrêmement vaste qui est rassemblé sous une sorte de communauté un peu similaire au GIEC qui est l'ONSCEAR. Et donc, si cet accident nucléaire vous intéresse, aussi bien du point de vue de son déroulement que des conséquences sanitaires que ça a pu avoir, si vous voulez avoir des informations fiables, je vous conseille d'aller suivre les publications de l'ONSCEAR qui font un résumé de la littérature scientifique sur le sujet. Alors je vais continuer cette série avec des ruptures de barrages. Alors j'aurais pu prendre des barrages dans les Alpes parce qu'ils sont assez connus en France et des accidents qui ont été très connus et très médiatisés en France. Mais j'ai décidé plutôt de m'intéresser à des barrages en Chine, donc les 62 barrages de Banqiao en 75, parce que c'est des accidents finalement qui sont moins connus en France et qui ont eu un impact considérable, hein, puisque ça a occasionné 150 000 morts environ. Donc ça, il s'agit d'estimations, hein, ce n'est pas un nombre très précis. Et l'intérêt de vous présenter ces ruptures de barrage, c'est pour bien voir l'intersection qu'il peut y avoir entre différentes disciplines. Ici, il y a de l'ingénierie, hein, l'ingénierie des bétons notamment, ou des aciers pour fabriquer les barrages en question, et des aspects géologiques, hein, qui sont aussi très importants pour concevoir un barrage. Et c'est vraiment essentiel de pousser les études pour comprendre ce qui a pu mal se passer dans toutes ces ruptures de barrage, qui font généralement des dégâts assez considérables. Donc c'est des structures qui sont extrêmement utiles, hein, mais qui présentent une part de risque. Et c'est vraiment essentiel de progresser sur ce genre de structure pour éviter des ruptures dramatiques comme celle-ci. Alors maintenant que je vous ai présenté cette liste d'accidents qui, j'espère, vous fait un peu réfléchir et vous responsabilise, hein, autrement que par des mots, mais en voyant les images des accidents et en imaginant les victimes et les dommages que ça a pu causer, j'espère que vous vous sentez assez responsable, hein, et que vous ne vous sentez pas caché derrière votre entreprise future ou derrière des assurances. Je vais passer à un point qui est essentiel selon moi, hein. Donc c'est le gros message de la leçon de morale qui va être de bien comprendre ce que la société attend de vous moralement. Alors, je vais simplement détailler un petit point, on va dire, de sémantique pour vous faire comprendre un aspect, à mon sens, essentiel. Et je vais détailler ça en prenant un exemple. Sur quoi on calque notre action morale dans la vie de tous les jours? Généralement, c'est un mixte assez intuitif entre du conséquentialisme et de la théontologie. Donc le conséquentialisme, c'est simplement agir en attendant certaines conséquences, en calculant des conséquences prévisibles de nos actions, et on va les juger bonnes ou mauvaises, et on va agir en fonction de ça. Et la déontologie, c'est simplement agir par principe, avec un principe moral qui va nous interdire de faire telle chose ou qui va nous commander de faire telle autre chose. Et généralement, on agit toujours avec un mix des deux, et selon les personnes, nos intuitions morales varient légèrement, mais globalement, on règle notre action comme ça. Un ingénieur est dans une situation assez différente parce que, bon, certes, il va se juger lui-même, mais la société va le juger.
Et l'énorme différence entre le jugement que la société va donner sur un ingénieur et le jugement qu'on se donne à soi-même dans la vie de tous les jours, c'est que dans le calcul des conséquences, un ingénieur n'est pas jugé sur des conséquences attendues. Il est jugé sur les conséquences réelles de ses actions, c'est-à-dire les conséquences réelles des structures qu'il a conçues, et c'est là-dessus qu'on va juger s'il a été un bon ingénieur ou un mauvais ingénieur. Et donc les conséquences réelles, ça implique d'être capable de les anticiper suffisamment bien. Dans le calcul des conséquences, vous n'avez pas le droit de simplement vous arrêter à une vague estimation de ce qu'il pourrait se passer. Et c'est pour ça que dans ce calcul de conséquences va venir très fortement la compétence de l'ingénieur, c'est-à-dire sa capacité à prédire correctement ce qui va se passer. Et donc ça implique d'apprendre suffisamment de mécanique pour être capable de dimensionner correctement les structures. Ça implique aussi de faire ces modèles prédictifs, qui sont l'essence de l'ingénierie, mais également de faire des validations expérimentales suffisamment fines pour avoir une preuve assez consistante que les choses vont bien se passer avec la structure. Évidemment, je réinsiste sur le caractère grande transformation, parce qu'énormément d'ingénieurs ne comprennent pas les concepts en grande transformation et exportent simplement des concepts petite transformation dans des calculs de grande transformation, obtiennent des résultats faux sans s'en rendre compte et dimensionnent en croyant bien faire, alors qu'ils sont en train de présenter uniquement des calculs faux. Donc bien comprendre les aspects grande transformation, c'est essentiel pour un ingénieur en GMM. Et les aspects matériaux sont également complètement centraux. Parce que comme j'ai dit, il y a une interaction très forte entre la mécanique des matériaux et la mécanique en grande transformation et la mécanique tout court en fait. La mécanique des matériaux est essentielle et doit absolument dialoguer avec la science des matériaux, avec la métallurgie, avec la science des polymères, etc. pour être sûr que des phénomènes qu'on pourrait anticiper en dialoguant avec des collègues d'autres disciplines n'ont pas été oubliés dans la conception d'une structure. Évidemment, je vais aussi plaider sur le fait de travailler avec des probabilités, puisque comme j'ai pas mal insisté sur les gestions des risques avec des calculs de probabilité, je vais réinsister maintenant. Il faut développer une compétence dès l'ingénierie, au moment de la conception, dès l'ingénierie en mécanique, de prendre en compte l'incertitude qu'on a aussi bien du point de vue des paramètres matériaux que des procédés qu'on va utiliser pour les fabriquer, l'incertitude qu'on a à propos des modèles, est-ce que les modèles qu'on utilise décrivent suffisamment bien la réalité, donc il faut essayer d'introduire l'incertitude qu'on a à propos de ça, et de cumuler toutes ces incertitudes pour faire des preuves de sûreté qui tiennent la route et qui conduisent au moins d'échecs possibles, c'est-à-dire au moins d'accidents graves possibles. Évidemment, un ingénieur sera aussi jugé selon une certaine déontologie. On va le juger évidemment sur les conséquences réelles de ses conceptions, mais aussi sur la déontologie, notamment si vous participez à une entreprise qui fait travailler des enfants ou qui ne rémunère pas ses salariés, vous serez jugé sévèrement pour ça, et ce sera normal, par simple déontologie. C'est pour ça que je peux conclure assez sainement que pour un ingénieur, l'ignorance est condamnable moralement, puisque par ignorance, un ingénieur peut être dangereux, peut créer des risques accrus, simplement en croyant bien faire, mais en ne calculant pas suffisamment bien les conséquences de ses actes. Et il faut vraiment garder ça à l'esprit, c'est la grande différence entre notre vie de tous les jours, où l'intention compte, et la vie d'un ingénieur, où le résultat compte. Et donc cette formation que vous suivez, il faut absolument la pousser du mieux que vous pouvez, en accumulant des cours dans des domaines qui sont pertinents pour vous, notamment pour la gestion des risques, pour la conception et pour les grandes transformations, qui sont des aspects centraux avec les matériaux et les aspects mis en forme. Alors je pense que j'ai suffisamment insisté maintenant sur les aspects sécurité et morale des ingénieurs. Je vais introduire quelque chose qui est maintenant tout à fait commun, c'est-à-dire les problématiques environnementales dans la vie d'un ingénieur. Alors à une certaine époque, évidemment, ça a été jugé comme un petit peu une mode par beaucoup d'ingénieurs, et je pense que votre génération est beaucoup plus sensibilisée aux problématiques environnementales, et donc je pense que je n'aurai pas de mal à vous convaincre de l'importance de ces enjeux-là dans votre vie d'ingénieur futur. Alors malheureusement pour vous, les secteurs qui sont concernés par le génie mécanique et matériaux sont des secteurs qui sont généralement très émetteurs en gaz à effet de serre. Et donc si vous avez à cœur de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde en ayant un impact là-dessus, eh bien sachez que vous faites partie des gens qui sont dans les entreprises qui sont les plus émettrices. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mal. De toute façon, ces entreprises existent et on a peut-être besoin de plus de bons cerveaux dans ces entreprises-là pour réduire les gaz à effet de serre que dans d'autres types d'industries qui de toute façon n'en produisent pas et ne sont pas nécessairement très utiles à la vie humaine. Donc
Je suis plutôt content de voir des ingénieurs qui ont un bon niveau s'orienter vers ces carrières-là, plutôt que de faire une énième start-up qui ne sert pas nécessairement à grand-chose en produisant une appli sur iPhone. Alors je donne quelques exemples pour que vous compreniez bien en quoi utiliser des matériaux, ça suppose les avoir en fait extraits de terre et les avoir fabriqués, et donc que c'est émetteur de gaz à effet de serre, hein. Quand bien même certains objets sont présentés comme green, utiliser de nouveaux matériaux pour fabriquer des objets, eh bien c'est émetteur, et il faut bien s'assurer de l'utilité de ce qu'on consomme pour avoir un impact le plus faible possible et le moins injustifiable possible. Alors la première photo, c'est une grande mine à ciel ouvert, une des plus grandes qu'on connaisse. Et quand on voit les dimensions absolument énormes de ce genre d'ouvrage, on comprend bien le caractère émetteur du fait d'aller chercher du minerai dans la croûte terrestre. Et ces minerais, il faut ensuite les traiter, puisque les métaux sont oxydés dans un minerai, hein. Ils n'arrivent jamais sous forme pure, ou c'est extrêmement rare. Et donc, il faut les oxyder et avec des acides. Et donc, c'est la photo qu'on voit en haut à droite. Cette photo montre un bassin de rétention d'un produit issu de l'acidification des minerais. Et c'est aussi une opération qui est extrêmement potentiellement polluante, évidemment, si on déverse les acides dans la nature, mais en plus qui est assez émettrice en elle-même. Alors, je présente également un exemple dans le domaine de l'énergie. Ici, vous voyez une centrale électrique à charbon. Donc, les aéroréfrigérants, ce n'est pas uniquement pour les centrales nucléaires, hein. Il y a plusieurs autres machines thermiques qui utilisent cette technologie. Évidemment, vous savez que les centrales à charbon représentent un poids significatif en termes d'émissions de CO2, hein, et qu'il faudrait stopper toutes les centrales à charbon dans le monde d'ici une vingtaine d'années. Évidemment, ce n'est pas la seule, hein, il y a aussi d'autres énergies fossiles comme le fioul, le gaz, etc., hein, qu'il faut aussi minimiser dans un avenir très proche. Et on entend un petit peu tout et n'importe quoi au sujet de l'énergie, donc je vous conseille de suivre de la vulgarisation scientifique bien faite à propos d'une écologie assez rationnelle, hein, qui ne soit pas affectée par des considérations, on va dire, esthétiques, et de bien vous renseigner sur les sujets de l'énergie, parce qu'on a un débat assez houleux en France et dans le monde en général, et c'est important que les ingénieurs soient bien formés sur ces sujets et ne soient pas bercés d'idées reçues, comme on peut en voir parfois dans les médias. Alors la troisième photo, c'est une cimenterie de Lafarge. Donc Lafarge, c'est une des entreprises les plus polluantes au monde, hein. Il faut bien prendre conscience que quand on utilise du béton, en fait, on brûle du clinker à très haute température pour obtenir du ciment, et que ces réactions-là sont vraiment très émettrices. Alors j'aurais pu mettre d'autres industries, hein, comme des hauts fourneaux ou des entreprises de verre, qui sont des matériaux à haute énergie, hein. Et il faut bien avoir ça en tête, que quand on utilise des matériaux, ça nécessite toute une chaîne finalement de processus pour leur extraction, leur raffinement et leur mise en forme, qui est nécessaire et qui est plus ou moins incompressible finalement, hein. Évidemment, il y a tous les enjeux de recyclage, etc. Mais n'imaginez pas qu'en fabriquant des objets, vous faites du bien à la planète, hein. Ça n'est pas du tout le cas, vous avez toujours un impact, et il faut s'assurer que cet impact est justifié en rapport de l'utilité des structures que vous allez concevoir pour ça. Alors, au sujet de ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'ingénieur, pour limiter les impacts climatiques dans votre pratique future, mais ça va être déjà de vous former sur ces questions. Donc, je vous suggère de non seulement suivre de la vulgarisation sur Internet, mais vous pouvez carrément aller suivre des cours, hein. Il y a notamment le cours des mines de Paris qui ont libre accès sur YouTube, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et je vous conseille aussi deux trois chaînes dans la description de la vidéo, histoire que vous ayez des indices pour partir correctement sur l'écologie. Alors, vous pouvez également lire les rapports du GIEC. Alors, évidemment, il y a les rapports complets qui sont particulièrement longs et détaillés, mais qui sont extrêmement intéressants à suivre. Mais il y a des rapports plus courts, notamment les rapports résumés pour les décideurs, qui sont déjà une bonne introduction au sujet de l'écologie. Vous pouvez évidemment vous adresser à des cabinets d'expertise, hein, quand vous êtes en poste en tant qu'ingénieur et que vous n'êtes pas suffisamment compétent sur les questions de bilan carbone et d'émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, il faut vous adresser à des spécialistes, hein. Il faut savoir les reconnaître, il faut savoir les sélectionner et les engager à votre place pour que l'expertise soit finalement faite. Tout ce coût environnemental, sinon, il sera mal pris en compte, hein. Si vous le faites vous-même et que vous n'avez pas les compétences en interne pour le faire, vous ne saurez pas quel est votre levier d'action pour optimiser et minimiser votre impact sur l'environnement.
Alors évidemment, l'analyse des cycles de vie quand on pense une structure, c'est essentiel pour un ingénieur, hein, parce que votre structure, il va falloir non seulement extraire les matériaux, etc., pour la fabriquer, ça j'en ai déjà parlé, mais il va ensuite falloir qu'elle vive et peut-être aussi la démanteler à un moment. Donc toutes les structures ont une certaine durée de vie et doivent être considérées dans la conception le coût environnemental à défaire cette structure ou à la recycler par la suite. Alors un autre aspect essentiel, c'est la rareté de certains éléments chimiques. Certains éléments comme l'indium, le cuivre, le zinc peuvent être rares et du coup on pense trop souvent à leur prix, à leur coût, mais on ne pense pas souvent à leur rareté dans le monde. C'est-à-dire que on va simplement se dire est-ce qu'on peut vendre tel objet à tel prix parce qu'il va contenir tel et tel matériau, mais on ne pense pas à est-ce que cet objet est réellement utile pour la société et pour les hommes en général, en regard du fait que les matériaux qu'on utilise pour le faire sont relativement rares et le deviendront de plus en plus si on continue à les utiliser de manière non raisonnée. Alors je mettrai des liens de vidéos dans la description, notamment celle du réveilleur qui est très bien sur l'aspect rareté des éléments chimiques, hein, il a fait un gros travail là-dessus et je vous encourage à le regarder, c'est vraiment très intéressant. Alors, un autre aspect qu'il faut avoir en tête quand on veut limiter l'impact carbone de son travail en tant qu'ingénieur, c'est d'imaginer des structures qui soient réparables. Hein, c'est assez important d'avoir ça en tête parce que c'est quelque chose qui n'était vraiment pas dans l'air du temps jusqu'à il y a quelques années. Mais l'aspect réparabilité est vraiment, à mon sens, extrêmement important, dans le sens où on va éviter de réutiliser de nouveaux matériaux pour assurer en fait, la même fonction, hein, en remplaçant les pièces. Et donc, je réinsiste sur l'aspect impression 3D, hein, qui était un des exemples d'utilisation des imprimantes 3D pour réparer des pièces qui étaient assez complexes et qui pouvaient être réparées via ces procédés-là. Alors dans un genre d'idée assez similaire, on pense évidemment au recyclage, mais aussi au retraitement des déchets si vos structures en produisent. Typiquement, on pense à l'industrie nucléaire par exemple, où le bilan carbone total de l'industrie nucléaire prend évidemment en compte l'extraction du minerai, la construction des centrales, leur exploitation, le retraitement des déchets et le démantèlement. Et tout ça fait partie d'un score global d'impact carbone que peut avoir cette industrie-là par rapport à une autre. On peut aussi évidemment penser à la revalorisation des déchets. Ça devient de plus en plus inacceptable de jeter à la poubelle des choses qui peuvent être valorisables pour d'autres industries et qui, en fait seraient exploitables directement. Alors pour conclure sur cette partie environnementale, hein, que je vous encourage vraiment à approfondir pour être un ingénieur responsable, eh bien, je vais conclure sur ce rapport, ce ratio entre le coût écologique qui existe forcément pour une structure et son utilité. Donc je reviens toujours à la notion d'utilité, hein, mais ne produisez pas une structure qui va avoir un coût environnemental certain si elle est inutile. Ça tombe sous le sens dit comme ça, mais on perd vite ça de vue quand on est dans un système de hiérarchie, dans une entreprise d'une certaine ampleur, et on peut oublier qu'on contribue de près ou de loin à fabriquer des objets extrêmement polluants ou qui ont nécessité des actions extrêmement polluantes pour finalement abreuver une consommation inutile d'objets qui ne servent à rien. Alors le dernier aspect que je vais aborder en tant que responsabilité d'ingénieur, ça va être la pensée méthodique. Je vous engage vraiment à vous former sur ce sujet-là, hein, parce que, comme je vous l'ai dit au début du cours, en tant qu'ingénieur, votre parole pourra être utilisée comme un argument d'autorité, hein, et en fonction de ce que vous allez dire, ça peut avoir des conséquences plus ou moins graves. Si un ingénieur se met à raconter strictement n'importe quoi sur un certain sujet qu'il ne maîtrise pas, eh bien, il va avoir un certain crédit, une certaine partie de la population pourra lui accorder du crédit et l'utiliser comme un argument d'autorité pour propager une idée soit fausse ou potentiellement dangereuse ou biaisée, on va dire. Alors je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur la notion de pensée méthodique. Il y a beaucoup de contenu très bien fait en vulgarisation sur Internet, donc je mettrai quelques liens dans la description de ce que je pense être assez formateur. Je vous encourage vraiment à aller les voir parce que ça va vous permettre d'avoir une vision assez cadrée de ce que c'est les sciences. Et quand on est un ingénieur, c'est pas mal d'avoir une bonne vision du système scientifique et de comment se crée une preuve scientifique et comment se crée la parole scientifique. Alors je donne quelques exemples, notamment sur les arguments fallacieux, qui sont une forme d'illusion cognitive qui est très convaincante, mais qui en fait ne prouve rien. Et ça, on trouve ça extrêmement souvent dans les argumentaires des uns et des autres. Donc c'est assez formateur de se surveiller soi-même avec ce genre d'arguments et de surveiller l'argumentaire de ce qu'on peut entendre, notamment par exemple des collègues qui vont essayer de vous convaincre de quelque chose dans un projet, et ils peuvent utiliser des arguments en fait qui n'en sont pas réellement et qui vont pouvoir vous induire en erreur. Et c'est assez intéressant d'avoir une vision claire sur ces aspects-là.
Alors, à propos du rôle de la preuve, c'est assez important que vous ayez en tête cette exigence de preuve quand on va essayer de vous convaincre de quelque chose, notamment dans le domaine professionnel, hein, et que vous ayez en tête qu'est-ce qui peut faire office de preuve. Donc, il y a toute une échelle de preuves, hein, allant du témoignage jusqu'à l'étude scientifique, voire la méta-analyse qui rassemble tout un tas de résultats scientifiques en même temps. Et c'est important que vous compreniez bien comment fonctionne ce système de preuve et comment fonctionnent notamment les études scientifiques qui y sont associées. Alors, dans un genre d'idée assez similaire, c'est assez intéressant que vous revoyiez bien vos cours de statistiques, notamment avec les tests d'hypothèse, les p-values, etc., pour que vous soyez en mesure de comprendre les publications scientifiques que vous allez pouvoir lire sur tel ou tel sujet, hein. Alors, ce ne sera pas forcément limité à votre domaine d'expertise, hein. Vous pouvez être capable de lire des études scientifiques sur n'importe quel sujet à partir d'un certain niveau de formation et que vous ayez bien en tête ces statistiques parce que vous allez devoir en utiliser dans votre expertise à vous, hein. C'est assez essentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, d'introduire des notions probabilistes et de statistiques dans les mesures d'incertitude. Alors évidemment, les statistiques qu'on apprend en règle générale sont des statistiques fréquentistes avec des tests d'hypothèse, mais petit à petit, le monde scientifique s'est ouvert aux statistiques bayésiennes, hein, qui sont beaucoup plus probabilistes et font intervenir des modèles probabilistes. Et c'est généralement avec ces techniques-là que les ingénieurs du XXIe siècle travaillent, hein. Alors pour un petit peu enfoncer le clou sur cet aspect de pensée méthodique, je vais simplement vous faire deux, trois petites recommandations à propos de quelques biais cognitifs. Notamment le biais de confirmation, hein, c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller. On est tous soumis à ce biais-là, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à confirmer son hypothèse quand on a acquis une conviction. On va vouloir la confirmer et on va être aveugle à tout ce qui vient l'infirmer. C'est-à-dire que toutes les preuves qui viennent nous montrer qu'on a tort, on va avoir tendance à les occulter, à ne même pas y être sensible et à privilégier systématiquement tout ce qui va aller dans notre sens. Alors ça, il faut vraiment se surveiller dans un projet d'ingénierie parce que assez rapidement, vous allez acquérir une conviction sur ce qu'il faut faire et vous risquez d'être insensible et aveugle à toutes les oppositions que certains collègues pourront vous amener ou même carrément aux preuves que vous pourrez découvrir vous-même qui iront dans le sens inverse. Et vous pourrez passer à côté d'un élément important en étant soumis à ce biais de confirmation. Un autre biais qui est assez important, c'est de confondre une relation de cause à effet avec une simple corrélation, hein. Une corrélation ne nécessite pas nécessairement le fait que les deux phénomènes corrélés soient liés par un lien de cause à effet. Les deux peuvent être liés par exemple à ce qu'on appelle un facteur de confusion qui vient à la fois agir sur l'un des facteurs et le deuxième facteur. Donc ça, je vous mettrai en description une vidéo de Science étonnante sur le paradoxe de Simpson qui résume très bien cette affaire-là. Et c'est important d'avoir ça parce que dans un projet, des corrélations, il y en a très souvent, hein. Il faut les analyser et il faut savoir en dire quelque chose de pertinent. Et il ne faut donc pas leur faire dire n'importe quoi et notamment les transformer soudainement en relation de cause à effet. Une relation de cause à effet, ça se démontre. Il ne suffit pas d'une simple corrélation pour justifier une relation de cause à effet. Alors un troisième aspect qui est extrêmement important, c'est la négligence de la taille de l'échantillon. C'est un biais qui est extrêmement courant et qui consiste à négliger le nombre d'occurrences de tirage de phénomènes aléatoires pour obtenir un phénomène extrêmement rare. Donc typiquement, de s'étonner qu'il y ait un gagnant au loto, parce que la probabilité est extrêmement rare de gagner au loto. En revanche, la probabilité qu'il y ait un gagnant est extrêmement forte, dans le sens où il y a beaucoup de joueurs. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est que le hasard produit de l'extraordinaire absolument tous les jours. Parce que le nombre de situations qui vont produire ces phénomènes est extrêmement grand. Donc il faut bien mesurer qu'il ne faut pas nécessairement négliger l'impact de situations extrêmement improbables dans une structure, parce que si vous déployez beaucoup de structures sur longtemps, il est tout à fait possible que ces phénomènes extrêmement rares se produisent simplement du fait du hasard, parce que vous avez un très grand nombre d'occurrences pour qu'ils se produisent. Alors un dernier aspect, c'est la contamination du vrai par le désir. C'est quelque chose qui peut se manifester si vous avez un attachement affectif à une solution ou à une solution technique ou à une technologie que vous développez. Et ça peut être assez problématique parce que ça va vous conduire à être de mauvaise foi si jamais les faits ne vous donnent pas raison. Si les calculs, les expériences invalident votre solution, eh bien vous risquez de développer des arguments fallacieux pour la soutenir quand même. Donc c'est cette contamination psychologique qu'il faut éviter, hein, en évitant les affects. C'est-à-dire qu'il faut concevoir des choses et rester relativement neutre affectivement à propos de ce que vous concevez et de ce que vous inventez. Alors, après cette longue introduction, je vais enfin détailler le programme du cours et notamment son objectif principal, hein, qui est de savoir écrire des comportements en grande transformation pour bien comprendre ce que font les codes de calcul, hein. N'importe quel idiot aujourd'hui peut faire un calcul sous un logiciel d'éléments finis, par exemple. Par contre, écrire correctement son modèle pour qu'il soit pertinent, ça c'est une autre affaire. Et donc c'est ça qui convient d'apprendre et pour ça, c'est absolument nécessaire de bien comprendre ce qui sous-tend dans les codes l'écriture des comportements et notamment en grande transformation. Alors, il faut bien voir
que dans l'essentiel des cas, les calculs proposés par les ingénieurs sont faux, hein. Alors ça peut être faux parce qu'ils sont mal pensés, notamment les conditions limites sont souvent un problème dans les calculs d'ingénieurs. Un autre problème, c'est justement l'écriture des comportements en grande transformation, parce qu'on s'appuie sur des comportements classiques qui sont plus ou moins bien identifiés sur des expériences qu'on n'a pas trop contrôlées. Et ça, c'est un aspect important de bien saisir en quoi l'écriture du comportement, du point de vue physique, caractérise la réalité physique du matériau qu'on est en train d'étudier, hein, et pas simplement calquer un modèle ad hoc qui fonctionne plus ou moins bien sans qu'on sache vraiment trop comment ça a été identifié. Une troisième source d'erreur, c'est de mal comprendre les concepts qui sont calculés dans les logiciels, hein. En grande transformation, je l'ai déjà dit, les concepts sont différents des concepts en petite transformation et il faut donc bien comprendre ce que calcule l'ordinateur. Et ça, c'est un des grands enjeux du cours, c'est que vous soyez bien au clair sur les quantités qui sont nécessaires pour faire de la mécanique en grande transformation et bien comprendre ce que ça veut dire quand on calcule ces quantités et ce que ressort de la machine quand vous posez un calcul. Alors le dernier problème, c'est de confondre un effet réaliste, qui serait dû à la structure ou à un matériau, à un chargement, et cetera, avec un problème purement numérique. Typiquement, un problème, de convergence ou un problème de maillage qui est mal pensé. Et ça vous demande un apprentissage et c'est vraiment important que vous fassiez l'effort, dans cette direction-là, de bien distinguer, d'avoir ce regard critique, pour bien distinguer, les effets purement numériques des effets, réalistes. Et donc il faut se faire une sensation et c'est pour ça que cette sensation, on va la développer à travers des calculs analytiques pour que vous voyez un peu comment fonctionnent les équations, comment on les résout et ensuite dans des problèmes plus compliqués, comment on peut s'en sortir pour avoir une bonne idée de est-ce que ce qu'on calcule c'est un problème de numérique ou est-ce que c'est un problème plutôt, convaincant et réalistique. Alors, il ne faut absolument pas croire non plus qu'un calcul vous dise la réalité. Tous les calculs sont en fait une construction théorique qui vous permettent de répondre à une certaine question. Donc il y a des modèles qui répondent à une question et des modèles qui répondent à d'autres questions. Et en fonction de la question que vous vous posez, il faut choisir le meilleur modèle qui y répond le plus simplement. Et ça, c'est vraiment un apprentissage du cours. Ça va être de simuler ou de modéliser correctement les choses de telle sorte que votre modèle répond à la question que vous vous posez. Mais il ne faut absolument pas croire qu'un modèle dit la vérité, hein. Un modèle, c'est vraiment une construction théorique qui n'a pas grand-chose à faire avec la réalité. Le seul lien qu'il y a avec la réalité, c'est son niveau de pertinence par rapport à des expériences et par rapport à la question que vous vous posiez au départ. Donc, une des grandes erreurs qu'on commet souvent quand on est ingénieur, c'est de faire dire à un calcul quelque chose qui sort de son domaine de validité. Si vous posez une question après coup à un modèle qui n'a pas été pensé pour ça, vous risquez d'avoir une réponse, mais qui sera complètement erronée, parce que le modèle ne peut pas répondre à ce genre de questions. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut concevoir dans un modèle, c'est que ça se construit. Il faut poser une question et ensuite imaginer le modèle qui peut répondre à cette question. C'est pas le modèle du monde le plus complet possible et basta, hein. Ça, déjà, ça ne marche pas du point de vue temps de calcul, hein. Si vous voulez mettre absolument toute la physique qu'on connaît pour faire un modèle d'une poutre ou d'une cuve ou de n'importe quoi, évidemment, vous ne pourrez pas en termes de temps de calcul, mais en plus, ce modèle-là, hyper compliqué, ne répondra sans doute pas à la question parce que vous serez submergé par la complexité et par la quantité de résultats. Donc il faut vraiment être pertinent dans le niveau de description du réel que vous voulez et éviter d'en rajouter trop si ça n'est pas nécessaire et éviter d'en oublier trop pour éviter notamment des accidents, etc. Alors, je vais maintenant détailler l'ensemble des séances du cours pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qu'on va faire. À la première séance, je vais proposer une classification des matériaux et comment on choisit un matériau dans un projet. Donc, je vais introduire à la fois des notions de cohésion de la matière et de classification pour ensuite montrer comment on fait de l'optimisation sous contrainte pour choisir un matériau dans une situation donnée. À la deuxième séance, j'introduirai une méthode générale de modélisation mécanique. Donc ça, c'est vraiment une partie très originale de ce cours et très abstraite, mais en même temps qui est vraiment fondamentale pour écrire des comportements et modéliser des situations de manière très globale. Ça vous donne une sorte de recette que vous pouvez appliquer systématiquement, qui est extrêmement théorique, mais qui a le don de structurer la pensée et de bien cadrer votre création de modèle. Ensuite, à la troisième séance, je présenterai, un exemple de cette construction générale, donc un exemple particulier qui sera l'exemple de la mécanique des milieux contenus de Cauchy. Donc c'est les milieux classiques que vous connaissez déjà en petite transformation. Là, on va le présenter en grande transformation, mais ce ne sera qu'un cas particulier de cette modélisation générale.
À la quatrième séance, on va introduire les relations constitutives sous leur forme la plus générale. Donc c'est ce que vous connaissez sans doute plus simplement comme comportement, ce qui relie des notions cinématiques avec des notions en effort. Donc typiquement le tenseur des déformations avec le tenseur des contraintes. Ça, c'est ce que vous connaissez déjà. Les relations constitutives, c'est un peu plus général que ça et vous allez voir comment on les construit dans un cadre rigoureux thermodynamique. Alors, à la cinquième séance, on va voir un exemple de relation constitutive, notamment avec le comportement des polymères et des élastomères. Donc, techniquement, ce qu'on va faire, c'est de l'hyperélasticité. Donc, c'est un cadre un peu plus général que l'élasticité que vous connaissez déjà. La sixième séance, c'est simplement une séance d'exercice. Alors, j'ai appelé ça étude de cas, mais c'est vraiment une succession d'exercices pour vous former et pour que vous planchiez sur les problèmes concrètement. La septième séance, ça va être une séance, on va dire, d'introduction à l'origine physique de la plasticité. Donc là, on va introduire des notions beaucoup plus matériaux et beaucoup plus locales. On va aller vraiment à l'échelle atomique et à l'échelle du cristal pour comprendre les mécanismes de plasticité. Alors, je ne vais évidemment pas faire un cours complet là-dessus parce que ça prendrait plusieurs séances de faire ça dans un vrai cours sur la plasticité. Mais je vais introduire des notions plus sciences des matériaux dans ce cours pour que vous compreniez un peu d'où vient la plasticité à une échelle plus fine. À la huitième séance, je vais reprendre l'élastoplasticité en petites transformations. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait l'année dernière, mais je vais le reprendre parce qu'un certain nombre d'élèves arrivent dans ce cours sans avoir vraiment approfondi les notions de plasticité. Donc c'est pas mal déjà de les revoir en petites transfos. À la séance d'après, donc à la séance 9, on verra l'élastoplasticité en grande transformation. Donc ça, c'est un petit peu le point culminant du cours, c'est sans doute la partie la plus technique, mais qui est extrêmement gratifiante une fois qu'on est rentré dedans. L'élastoplasticité en grande transformation, c'est une construction mentale qui est extrêmement jolie et qui permet de comprendre tout un tas de phénomènes et notamment de les simuler correctement. La séance numéro 10 est encore une séance d'exercice, donc qui portera notamment sur l'élastoplasticité en grande transformation. Donc il y aura tout un tas d'exercices à faire pour que vous puissiez ingérer correctement ces notions-là. La séance numéro 11 permettra de coupler un petit peu plus la science des matériaux et la mécanique à travers l'étude des microstructures et des changements de phase, donc pour que vous compreniez comment ces phénomènes de changement de phase, typiquement un réarrangement cristallin à partir d'une certaine température dans un polycristal, donc dans un métal, comment on prend ça en compte du point de vue mécanique pour comptabiliser les effets que ça a sur votre pièce mécanique. Donc ça va être un cours un peu plus typé ingénierie, sciences des matériaux que les autres. La 12e séance, ça va être une séance sur les contraintes résiduelles parce que c'est un aspect essentiel des pièces en mécanique. C'est-à-dire qu'on imagine toujours dans les exercices à l'école que les pièces mécaniques arrivent libres de contraintes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de déformation préalable avant que vous les utilisiez. Et en fait, ça c'est parfaitement faux. Tous les procédés de fabrication des pièces mécaniques génèrent énormément de contraintes résiduelles qui restent dans la pièce et ça peut avoir un effet sur la durée de vie de la pièce, etc. Donc je vous montrerai comment on calcule ce genre de choses et les conceptions en mécanique qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre correctement ça parce que c'est vraiment un point noir dans l'ingénierie. Tout le monde parle de contraintes résiduelles et en fait, assez peu d'ingénieurs comprennent réellement l'origine de ces contraintes résiduelles et ne serait-ce que les simuler de façon correcte. Voilà, j'ai fini avec cette introduction du cours de mécanique physique des matériaux. J'espère que ça vous a paru intéressant, que ça vous donne envie de suivre la suite. Et évidemment, les prochaines séances seront beaucoup plus techniques, seront plus dans le vif du sujet. Et là, c'était vraiment une introduction très générale. J'espère que ça vous a permis un peu d'appréhender le futur métier d'ingénieur, que ça vous a aussi donné envie d'apprendre des nouveaux concepts et que ça vous a donné envie de vous former sur tout un tas de sujets. Et si ça c'est fait, je pense que j'aurai réussi cette introduction.